donc une table ronde au cours de laquelle nous allons aborder la diversification des financements. Et donc nous avons le grand plaisir d'accueillir Kevin André, donc, qui est entrepreneur social, fondateur de Kawa, un care-lieu pour renforcer le lien social. Laurent Gaudens, donc président et fondateur de l'association Burns and Smiles, brûlure et sourire. Thierry Calva, président de Juris Santé, et Laure Guérou-Acola, fondatrice de Patients en réseau. Je vous en prie, installez-vous. Merci beaucoup d'être parmi nous pour aborder cette question cruciale du financement. Eh bien, Kevin, on va commencer avec vous, donc avec Kawa. Donc, comment, alors peut-être vous pouvez effectivement nous en dire quelques mots, ce care-lieu pour renforcer le lien social, et comment vous avez réussi à l'inscrire dans la durée et à garantir sa pérennité. Bonjour à toutes et à tous, merci de cette invitation. Quelques mots de Kawa. Donc Kawa, alors je ne sais pas si vous connaissez ce mot de tiers-lieu, on parle pas mal de ce concept en ce moment en France et ailleurs. On est un lieu pour créer du lien social dans un monde de solitude. Moi, j'ai fait une thèse sur le care, effectivement, care-lieu, donc comment on peut créer une société dans laquelle on prend soin les uns des autres. Et je me suis dit que c'était sympa de faire une thèse et d'être prof, mais que c'était peut-être pas mal aussi d'essayer de faire des choses concrètes. Et donc, je me suis lancé dans Kawa. Et alors, pour commencer, c'est ce qu'on avait évoqué en préparant cette table ronde, c'est que Kawa était une association. Voilà, moi, j'avais un passé dans le monde, on va dire, philanthropique et associatif, donc je n'avais pas spécialement prévu de créer une entreprise. Et puis, en fait, il se trouve que sur la question du lien social, on pourra en reparler dans la manière qu'on a de le traiter. En fait, j'ai pas trouvé de financement, mais alors pas du tout. Et donc, je me suis dit, si je veux continuer à avoir cette mission de création de liens, en fait, il faut que je bascule dans un mode entrepreneurial. Et donc, Kawa est devenue une entreprise agréée d'utilité sociale, ESUS. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier avec cet agrément qui a été créé par la loi de 2014, dite loi Hamon, l'économie sociale. Et donc, on crée une entreprise qui a une finalité sociale, une lucrativité limitée, une gouvernance partagée, mais c'est bien un modèle économique non subventionné. Et aujourd'hui, Kawa, c'est quoi ? C'est des cafés, comme son nom l'indique. Nous, on a considéré qu'il n'y avait rien de mieux qu'un café pour recréer du lien social, mais c'est un café un peu particulier, c'est un café rencontre. Un café dans lequel, quand vous passez la porte du café, vous pourrez rencontrer des gens que vous ne connaissez pas forcément. Et 75% des gens qui passent la porte du café du Kawa rencontrent quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas. Et plus de la moitié disent avoir amélioré leur vie relationnelle. Voilà. Aujourd'hui, on vit donc sans subvention de notre modèle économique, en l'occurrence de la restauration, des événements. D'ailleurs, on a beaucoup de bonheur à accueillir des associations régulièrement dans nos locaux. Donc si vous cherchez des salles pour organiser vos événements, n'hésitez pas, puisque vous m'avez autorisé mais bien sûr. à parler d'autres activités. Et on a des bureaux partagés pour des acteurs de l'économie sociale, associations, entreprises. Et à Lille, on rajoute même une colocation intergénérationnelle. Voilà, l'idée, c'est de mélanger des usages dans un même lieu. Et donc, le but du jeu, c'est d'arriver à faire ça en ne perdant pas, à la fin de l'année, trop d'argent, en tout cas d'être à peu près à l'équilibre. C'est pas toujours facile. J'imagine, parce qu'en plus, les prix sont très peu chers pour un plat partagé. Oui, alors on essaie d'avoir les prix les plus bas pour être le plus inclusif possible. On a deux leviers pour ça. On a un café alors on a quatre tarifs, donc c'est un peu compliqué notre affaire, mais donc si vous êtes un client lambda, vous payez quelque chose. Si vous êtes habitué, vous payez un peu moins cher. Si vous êtes résident du Kawa, vous payez 1 €. Et carrément, si vous êtes sans le sou, et que notamment vous venez par des associations partenaires comme La Cloche, c'est un café qu'on appelle un café suspendu, c'est-à-dire que le café est offert par d'autres clients. Et alors effectivement, le plat à partager, on a créé un concept de plat à partager, c'est-à-dire qu'à déjeuner, vous pouvez venir manger un plat chaud, préparé, maison, de saison, pour 8,50 €. On vous demande juste de partager ce plat avec quelqu'un que vous ne connaissez pas forcément. Donc vous avez le choix, quand vous arrivez au Kawa, soit vous voulez votre plat tranquille avec quelqu'un que vous connaissez, vous n'avez pas envie qu'on vous embête, etc. Et donc c'est un peu plus cher. Soit vous êtes partant pour partager, et à ce moment-là, c'est 8,50 €. Merci beaucoup pour ces précisions. Et bon, on est dans une période qui est un peu compliquée, chacun le reconnaît. Donc, est-ce que vous auriez quand même un message optimiste à partager aujourd'hui ?
Alors, quand on a préparé la table ronde, on a vogué entre le pessimisme et l'optimisme, n'est-ce pas ? Et on a décidé de retenir l'optimisme. On a envie alors moi, je rebondis avec la précédente intervention. En fait, moi, mon optimisme, c'est toujours pareil, hein, des crises naissent les opportunités, hein, de la contrainte naît l'opportunité. Je crois que c'est un moment pour l'économie sociale et solidaire de manière globale de voir comment mutualiser, comment créer des outils communs qui nous permettent d'être plus efficients. Je donnerai 2-3 exemples assez concrets. On travaille avec d'autres tiers-lieux à côté. Et donc, on partage un genre de CRM, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire on partage nos clients, nos prospects. Et quand nous, on ne peut pas accueillir quelqu'un, une association pour une location, eh bien, on la transfère par exemple à Make Sense, qui est juste à côté, ou à d'autres tiers-lieux. Donc, on partage comme ça on va dire, nos prospections commerciales. La deuxième piste qu'on a, qui est un peu plus compliquée, mais dans laquelle je crois beaucoup, c'est de créer un genre de GIE de fonction support. On a tous, et peut-être que vous le partagez en tant qu'association, des difficultés à financer ces fonctions support, administratives, financières et autres. Et en fait, il y a un système assez simple, hein, qui s'appelle les économies d'échelle. C'est-à-dire plus on est nombreux, plus en fait ces fonctions support peuvent être basses, on va dire, en termes de proportion. Et donc l'idée, c'est de créer un fonctionnement quand même, une mutualisation des fonctions support. Voilà 2 exemples assez concrets. On cherche aussi à créer des lieux ensemble. Voilà, moi, ma note d'optimisme, c'est que dans un monde difficile, probablement que la robustesse va venir d'alliances, de collectifs, comme ça a été dit avant. Voilà ma note d'espoir. Merci beaucoup. J'ai vu des mains se lever, mais on va peut-être attendre, si vous le voulez bien, la fin de l'échange. Ah, c'est où l'adresse ? Merci de poser la question. Je faisais exprès de ne pas le dire pour savoir si quelqu'un aurait la gentillesse. On attendait la fin, donc mais oui. On est proche de la gare de Lyon. Donc pour ceux qui vont dans le sud, on est au 24 avenue Doménil. Mais c'est pas fini, on en a d'autres. Merci. Qui a dit le Lucernaire ? Oh, merci madame, vous me faites vraiment plaisir là. On a le bonheur d'être au théâtre, cinéma. Et madame aussi, vous lui faites plaisir. Ah, on est au théâtre cinéma du Lucernaire, qui est un lieu magnifique et magique que je vous invite à fréquenter si vous ne le connaissez pas. Donc à Vavin, rive gauche. Et donc on a le bonheur d'animer le Kawa. On a un 3e lieu dans un immeuble de bureau, porte de Bercy. Donc c'est plus dans un contexte de bureau. Et on est très fiers et très heureux d'ouvrir Lille et Marseille dans le mois prochain, parce qu'on ouvre les 2 en même temps, sinon c'est pas drôle. C'était pas du tout prévu au programme, mais voilà. Donc madame, venez nous voir. Avec grand plaisir. Et ben voilà encore un message d'optimisme. Merci beaucoup à vous. Laurent Gaudens, donc effectivement, je me tourne vers vous. Bonjour. Comment vous abordez la question du financement de votre association ? Et là aussi, vous avez fait le choix de diversifier. Tout à fait. Donc, moi, je me présente déjà pour vous donner un peu de contexte. Je suis Laurent Gaudens. J'ai été brûlé à l'âge de 4 ans par un barbecue et de l'alcool à brûler sur 60% du corps. Et si je vous pose la question maintenant, qui parmi vous a vu une personne brûlée comme moi ces 6 derniers mois dans un lieu public ? Vous me répondez quoi ? Non, voilà. Donc il y a 400 000 personnes qui se brûlent chaque année en France et vous ne les voyez pas. Donc quand j'ai créé l'association, je me suis heurté déjà à une problématique, c'est que je voulais aider les brûlés, mais je ne les voyais pas. Donc ça, il a fallu que je résolve ce premier point. Et puis ensuite, je me suis dit, faut que je trouve des financements pour faire mes actions. Et là, on m'a dit, on veut bien te donner de l'argent, mais montre-nous tes actions. Montre-nous déjà ce que tu as fait. Je lui ai dit, non, moi, je n'ai encore rien fait puisque je voudrais de l'argent pour pouvoir faire. Donc voilà, je suis allé en formation. Et j'ai fini par harceler la formatrice pour qu'elle réponde à ma question. Et au final, elle m'a lâché que lorsqu'on démarre comme ça sur une cause toute nouvelle, c'est le fondateur qui met de l'argent au pot au tout début. Donc j'ai dit, oui, c'est super. C'est moi le fondateur en question. Donc j'ai mis 20 000 euros, mais ça ne suffit pas. Voilà. Et donc... je me suis dit, il faut que je trouve un autre moyen de trouver des financements. Et un bon entrepreneur spécialiste du marketing digital, je suis allé tout de suite sur des solutions qui impliquent en fait les communautés sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça que j'ai démarré et lancé
un certain nombre d'actions complètement différentes, puisque j'ai déjà créé une communauté avec un groupe Facebook, puisque ça coûte pas cher. Voilà. On a fait des campagnes de publicité avec du mécénat d'entreprise, avec des agences de publicité, une grosse agence qui s'appelle TBWA. Ça m'a permis de faire des spots publicitaires qui ont attiré finalement et qui ont fait connaître l'association aux personnes brûlées. Donc on a créé une communauté. Et puis petit à petit, on s'est développé en utilisant toutes les solutions qui permettent de récolter de l'argent, mais aussi d'augmenter la notoriété. Parce que si vous allez vers des donateurs, notamment les donateurs particuliers, voilà, on a eu souvent par le passé des gens qui ne savaient pas trop ce qu'ils faisaient de l'argent que tu donné. Donc il faut rassurer. Et c'est pour ça que je suis allé sur les internautes, vraiment, demander de l'argent. Et à chaque fois, on a utilisé l'action qu'on a réalisée pour communiquer, c'est-à-dire partager tous nos résultats. Donc, on demande de l'argent et tout de suite après, on partage les contenus sur nos actions de façon à ce que chacun voit, même s'il a donné 5 euros, s'il a donné 10 euros, à quoi ça a servi et qu'il le voit tout de suite concrètement. Ce n'est pas juste le président qui parle et qui dit voilà ce qu'on a fait. Non, ce sont des vidéos. Donc on intervient dans les hôpitaux, on monte des vidéos de nos actions dans les hôpitaux. Et il y a aussi les événements. Donc j'aimerais que vous puissiez nous dire quelques mots de la 3e édition d'un spectacle qui a eu lieu hier soir. Hier soir, voilà. C'est pour ça qu'on s'est couché tard. Mais là encore, j'ai la chance d'avoir dans ma famille quelqu'un de connu qui s'appelle Pascal Légitimus, pour ceux qui connaissent. Et je suis allé le voir un peu désespéré en disant voilà, toutes les assos là, qui marchent, elles ont des égéries. Elles ont une star qui elle parle et puis hop, l'argent arrive. Voilà, j'ai vu des trucs. J'ai dit qu'est-ce que je peux faire moi? Et il m'a dit je sais pas, on pourrait faire un spectacle où je ferais venir des humoristes et puis voilà, on demanderait de l'argent et tout. On a creusé l'idée. Moi, j'ai trouvé ça sympa de ne pas avoir une seule égérie, une seule personne qui porte la voix de notre association. Hier, on avait 11 humoristes sur scène, dont certains sont très connus, qui ont chacun fait un sketch sur la différence. Donc, on a 7 thématiques de différence. L'apparence, bien sûr, les origines, l'âge, le genre et l'orientation sexuelle, le handicap et la maladie. Et chaque humoriste vient faire un seul sketch sur une de ces catégories. Ça donne un spectacle qui envoie beaucoup de messages, beaucoup de sensibilisation et qui permet de récolter beaucoup de fonds. Hier, on a récolté 21 000 euros juste sur la soirée. Et ça, c'est sans compter toutes les retombées qui vont arriver après, puisque les humoristes partagent en fait ce qu'on réalise. Et donc, ça donne beaucoup de notoriété et beaucoup de rebonds, finalement, pour pouvoir avoir d'autres dons. Bravo. Et merci beaucoup. Alors, un autre sujet, c'est l'expertise monétisable. Donc, on va en parler avec vous, Thierry Calvat. Vous êtes donc président de Juris Santé. Comment est-ce que l'on peut monétiser des services associatifs ? On va être quasiment à la synthèse. C'est en vous écoutant, je me dis finalement le hasard fait bien les choses. Je fais juste une courte digression, mais qui, vous allez le voir, à son intérêt à mon avis. C'est en vous écoutant, je me dis tout le monde n'a pas la chance d'être finalement d'avoir Pascal Légitimus dans sa famille. Ce que nous disent les études, c'est qu'on est chacun là dans la salle, à quelques rares exceptions près, à trois poignées de main de Vladimir Poutine, de Donald Trump. En humoriste, il y a mieux quand voilà. même. Non. Ce que je veux dire par là, c'est que on ne pense pas. Non, mais vous aurez compris que c'est le réseau d'influence. On va peut-être s'arrêter. On va peut-être s'arrêter au clown d'avant. Mais si vous voulez, je pense que c'est en lien aussi avec ce que je veux dire, c'est que je pense qu'à un moment donné, on peut aussi réinterroger et nos réseaux et nos pratiques. Et c'est un peu ce on a essayé de faire au niveau de Juris Santé, puisque Juris Santé, c'est une association qui fait de l'accompagnement juridique et socio-professionnel, donc de patients et de proches,
Et cet accompagnement s'est élargi depuis 4 ans maintenant à du coaching. Donc on est vraiment, d'une certaine façon, dans l'accompagnement d'un parcours de vie. Chaque année, c'est entre 7 000 et 9 000 sollicitations qu'on doit gérer avec, vous l'aurez compris, des bénévoles extrêmement spécialisés, qui sont soit coachs, soit juristes. Et on arrive à un système où finalement, plus on a de succès, et plus on va avoir besoin d'avoir un gisement important de bénévoles qualifiés. C'est-à-dire, d'une certaine façon, on creuse notre propre tombe en étant bon et en communiquant. Parce que derrière, il faut mobiliser des ressources. Mais en même temps, une autre façon de regarder le sujet, et c'est comme ça qu'on l'a regardé, c'est qu'on se dit, finalement, entre 7 et 9 000 sollicitations par an, d'une certaine façon, c'est une masse indifférenciée. C'est-à-dire qu'elle est très difficilement valorisable en tant que telle, puisqu'elle adresse des publics qui sont dans le domaine du cancer, mais qui peuvent être dans le domaine de la maladie d'Alzheimer, de Parkinson ou d'autres. Et donc, on a essayé de la découper, si j'ose dire, on a découpé cette cible, on a marketé notre affaire. C'est-à-dire que plutôt que de dire qu'on a eu 7 à 9 000 qui est une activité globale, on va aller voir des financeurs sur des spécificités, soit de pathologie, je pense par exemple au cancer du sein métastatique dans lequel on propose des activités de type parcours ou plateforme téléphonique qui font de l'accueil et qui est marketé en ce sens, ou des aidants dans le cadre de programmes qui sont dans le cadre d'entreprises pour découvrir et valoriser les compétences aidants. Je pense ces 2 exemples-là. Après, il peut y en avoir plusieurs. Donc, et ça, c'est intéressant parce qu'une fois qu'on fait ça, on ne change pas du tout foncièrement notre activité, on montre à voir différemment notre activité à des financeurs qui peuvent être intéressés par le fait non plus de faire des dons, indifférenciés, extrêmement variables et versatiles en fonction des budgets de l'année, mais qui, au contraire, nouent des partenariats qui sont des partenariats à impact. Je sais que le mot, je ne sais pas qui tout à l'heure intervenait, mais qui sont des partenariats à impact, qui derrière permettent à un financeur de pouvoir dire et justifier, notamment auprès de ses administrateurs, par exemple dans le cadre de fondations, le fait qu'il accompagne avec un résultat derrière immédiatement identifié, plutôt que de dire je vais faire un don à une vague association qui accompagne. Voilà rapidement, hein, c'était juste cette pratique-là que je... Merci. Ouais. On répondra sans doute après aux questions de la salle. Mais moi, la question qui me vient, c'est est-ce que ce modèle est duplicable ? Alors, il n'est pas duplicable en tant que tel, puisque vous aurez compris qu'on a une activité très particulière, voilà, d'où ma question. Avec une qualification. En revanche, moi, il me semble que la méthode est duplicable, c'est-à-dire de se poser en tant qu'association la question, et la réponse n'est pas évidente, même dans notre cas, hein, qu'est-ce qui fait la valeur spécifique de mon association. C'est-à-dire qu'est-ce qu'à un moment donné, je vais mettre en avant dans le cadre de l'activité que j'exerce et qui est unique, ou en tout cas prétendument unique, sur le marché associatif. Et ce travail-là, il est intéressant, d'abord parce qu'il va obliger à prioriser. Et la vraie difficulté dans une association, et on le voit, c'est de dire mais où est-ce que je vais faire porter la priorité, puisque à l'évidence, il y a peut-être certains publics qui risquent d'être oubliés, mais en même temps, le fait de les oublier va permettre d'aller servir un volume beaucoup plus important d'autres publics. Donc il y a une priorisation, et derrière, ça conduit, en tout cas nous dans notre cas, à une forme d'optimisation du fonctionnement, puisqu'on s'est aperçu quand même qu'on passait beaucoup de temps à accueillir des gens, notamment dans nos locaux qui étaient à Lyon, qui ne venaient pas. C'est-à-dire qu'en fait, on payait un loyer, des permanents, etc. Enfin, on ne les payait pas, mais ça arrivait. Pour aller sur l'année, on devait avoir entre 5 et 10 personnes qui devaient nous rendre visite. Et du coup, on a entièrement basculé sur une plateforme téléphonique, où là, on a mis les moyens avec des systèmes qui permettent d'aller rechercher les différents intervenants, quasiment en temps réel. Mais de fait, on fait des économies considérables dans le cadre d'un cadre d'activité qui est optimisé. Merci beaucoup, Thierry Calvat. Et donc, la 4e piste, hein, les fonds publics avec vous, Laure Guéroult-Acola. Donc, vous avez mené une expérimentation au titre de l'article 51 dédié au virage ambulatoire avec une évolution extrêmement positive. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Alors, je vais vous dire quelques mots de ce principe. D'abord, peut-être rappeler ce que c'est qu'un article 51. Qu'un article 51 qui permet de déroger. Voilà, ce sont des financements dérogatoires qui sont proposés par le ministère de la Santé sur des projets qui ont un potentiel finalement
de transformation, d'évolution du système. Et donc, l'idée, c'est de financer des organisations avec de l'innovation aussi organisationnelle. Qu'est-ce qu'on vient faire là-dedans, nous, comme association? Il faut voir qu'il y a extrêmement peu d'articles 51 avec la participation d'associations. Et donc, en l'occurrence, sur le virage ambulatoire, là aussi, je vais peut-être préciser de quoi on parle. Quand on est soigné pour un cancer aujourd'hui, et notamment quand la maladie devient plus avancée, ce qu'on appelle maladie métastatique, donc la maladie est partie ailleurs que dans l'organe de départ qui était malade, on a beaucoup d'innovations thérapeutiques qui sont en fait des comprimés, des gélules, donc des thérapies orales qu'on va en fait aller chercher chez le pharmacien d'officine. Si on se met à la place du patient, quand on vous annonce que votre maladie avance, qu'elle est partie ailleurs, que par exemple mon cancer du sein est devenu un cancer avec des métastases osseuses ou pulmonaires ou hépatiques ou dans le cerveau, en fait on est inquiet. Et quand on vous dit vous allez chercher votre traitement chez le pharmacien d'officine et puis on se reverra dans quelques semaines, c'est pas évident, on se sent quand même un peu tout seul, et que ce soit le médecin traitant ou le pharmacien d'officine, c'est pas un soignant spécialiste de la maladie avancée. Moi je me sens en confiance avec mon équipe hospitalière. Et donc, en 2017, il y a eu un défi santé numérique où on a participé en tant qu'association pour justement expliquer ça. C'est quoi ce qu'on ressent, nous les patients, quand on vit ces évolutions de parcours. Et dans cette idée, il y avait finalement tous les soignants de l'hôpital et les soignants de la ville. Et l'idée, c'est de réfléchir ensemble, aussi avec des innovateurs, avec des startups, et notamment le monde du digital, pour savoir comment on pouvait faire mieux. Et autour de ça est née finalement l'équipe donc de cet article 51, puisque cet article 51, il est coporté donc, avec le réseau de cancérologie du Grand Est, les hôpitaux universitaires de Strasbourg, la société Continuum Plus Santé qui donc proposait une solution digitale. Et donc notre association de patients. À quoi on a servi? Je pense que c'est aussi important. On a servi à réfléchir, à porter justement la voix des patients pour la construction des programmes, à réfléchir sur les interfaces digitaux, mais aussi tout au long du projet, donc, qui a été lancé en 2021, en même temps qu'un autre grand article 51 dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Oncolink, qui est porté par Unicancer, donc là avec énormément d'établissements. On a pu réfléchir finalement à une question assez intéressante qui était de dire comment est-ce qu'on fait pour que finalement cet accompagnement il soit accessible à tous. Donc dans notre article 51 qui est donc régional, c'était tous les établissements potentiellement du Grand Est, donc il y avait les 3 CLCC, les centres Unicancer, les 3 CHU, plusieurs hôpitaux généraux, plusieurs cliniques, donc aussi donc, dans des territoires beaucoup plus ruraux. Et l'idée, c'était de dire, OK, le patient, il a besoin d'un traitement, donc on lui prescrit, et on a besoin de l'accompagner. Et là, il y avait 2 options, donc choisies en concertation entre l'oncologue et le patient, soit accompagné par le pharmacien d'officine, soit accompagné par une infirmière de proximité. Et dans tous les cas, les soignants de proximité, médecins, pharmaciens, infirmiers, recevaient une formation sur les outils. Qu'est-ce que ça change pour le patient? C'est qu'en fait, il y a un lien instantané qui se crée entre les équipes de ville et l'hôpital. Ça légitime l'intervention des professionnels de ville. Et donc, les articles 51, c'est des processus longs. Donc, ça dure 3 ans. En fait, l'évaluation de ces projets a été un petit peu plus longue. Donc, en fait, on vient de recevoir tout récemment l'évaluation positive de notre expérimentation. Ça veut dire quoi? En fait, le ministère, il vous dit, votre projet, il est bon depuis le début. Il est bien. Je veux dire, ça ne suffit pas d'avoir un bon projet. En fait, qu'est-ce qui est évalué dans l'article 51? C'est la faisabilité sur différents territoires, dans différents établissements, de comprendre les freins et les leviers pour mettre en place ce programme. C'est la reproductibilité et c'est l'efficience. Est-ce que c'est médico-économiquement utile? Et ça, franchement, pour nous, en tant qu'association, de participer à ce projet et d'être accompagné par la cellule d'évaluation, de comment on parlait d'impact là, mais finalement, c'est de l'impact, comment on le mesure. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a pu montrer qu'alors qu'il y a évidemment un coût, il y a aussi un investissement humain important. Ce programme, il est médico-économiquement utile et il permet
permet quoi, en fait? Ça permet d'accompagner des patients, quelle que soit leur fragilité, notamment des patients plus âgés, plus fragiles, plus complexes. Ça a été noté comme une grande surprise du ministère, des patients éventuellement plus défavorisés socialement, ce qui est quand même très rare aujourd'hui de réussir à être inclusif dans un certain nombre de critères de ce type. Et puis, donc, on a des effets indésirables qui sont détectés plus précocement et des hospitalisations qui, quand elles sont nécessaires, sont plus courtes. Donc, entre guillemets, c'est utile pour nous tous, c'est-à-dire que les patients, évidemment, les niveaux de satisfaction étaient extrêmement élevés. Les professionnels sont aussi satisfaits. Le lien ville-hôpital, comme on dit, il est vraiment créé et efficace. Et au-delà de ça, notre système de santé, donc voilà. Et donc l'idée, c'est d'aller vers j'allais dire vers ce qu'on appelle le droit commun. Donc l'idée, c'est que ça va potentiellement transformer le système de santé. Alors nous, en quoi ça a été un élément un petit peu de financement? On va dire que notre participation, ça nous a permis d'avoir un financement. Alors c'est pas ça qui fait tourner toute la boutique patient en réseau, mais néanmoins, ça nous a permis de nous engager sur plusieurs années, avec beaucoup de temps quand même de réflexion, de travail, et de participer à un projet assez passionnant et transformant. Merci beaucoup. Bravo. Et peut-être, Laure, en 1 minute, les conseils que vous donneriez aux associations qui aimeraient s'engager, parce qu'on voit tout l'intérêt du dispositif, oui, mais ça paraît quand même assez lourd. Alors, en fait, je pense que je vous invite franchement à vous poser la question. En fait, déjà, je pense que les articles 51, ça se co-construit, donc avec qui on a envie de partir sur un projet. Et je vais tout simplement vous lire le post que j'ai reçu de Julie Gaillot, qui est la chef de projet des articles 51 la semaine dernière, qui disait que les associations ont toute leur place dans le dispositif de cette expérimentation, et le coportage, justement, association, réseau de santé, établissement de soins et innovateurs start-up, pour eux, était vraiment un modèle vertueux. Donc, franchement, la place des associations a été soulignée comme très utile par les ARS, le ministère, etc. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des projets en coportage, cette voix des patients, elle est vraiment, et des aidants, je pense que c'est vraiment les deux bien sûr, ou des parents de petits patients, c'est vraiment des démarches qui sont très appréciées. Donc c'est effectivement du temps long, mais sur des projets potentiellement transformants, et parfois on voit nous ce qu'on voudrait faire changer dans notre système. Merci beaucoup encore et bravo à tous les quatre. On voit vraiment l'évolution des démarches dans ce milieu associatif où on n'est plus forcément focalisé sur la recherche de subventions parce que ça marche moins bien, si je puis dire, mais vraiment une recherche d'autofinancement, de solutions lucratives, enfin toutes les pistes qui sont explorées pour réussir vraiment à atteindre l'objectif, qui est toujours un objectif de solidarité, de proximité et d'engagement. Mais je vous laisse bien sûr poser vos questions, parce que là encore, on a abordé différentes pistes, différents sujets. Eric, au deuxième rang. Laure, merci Laure de cette présentation extrêmement précise et intéressante. J'aimerais peut-être ramener le sujet quand même à quelque chose de très pragmatique. Les articles 51 ont été mis en place pour forfaitiser le coût du suivi d'un individu. Et donc, avoir une association qui s'intègre dans ce type de projet, il faut qu'elle ait la capacité d'avoir réfléchi, elle doit avoir une perspective et avoir une idée précise comment se constitue le coût d'une prise en charge. Il faut que de manière médico-économique, ça soit valable, tu l'as dit toi-même. Donc, c'est simplement ça que je voulais rappeler, et parce que tu ne l'as pas vraiment mis en exergue dans ta présentation, excuse-moi. Oui, alors juste sur ce plan-là, effectivement, nous, on est quand même le petit poussé des coporteurs, c'est-à-dire qu'on n'était pas vraiment ceux qui allaient dire et définir quels seraient les différents forfaits. Quand je vous disais effectivement que l'innovation, elle est organisationnelle et aussi financière, les autres coporteurs ont effectivement réseau de santé, les professionnels de l'hôpital, les professionnels de la ville réfléchi à qui fait quoi, comment on paye les uns et les autres, comment on trace ça, comment on peut faire partir les factures,
structure, etc. Et nous, très clairement, par rapport à la question aussi financière, notre participation, elle a été un peu soutenue financièrement par rapport à, entre guillemets, à porter la voix des patients tout au long du projet. Mais une fois qu'on arrive en droit commun, on sort telle une pichenette. On n'est pas dans le système en tant que tel. Donc, entre guillemets, ce n'est pas quelque chose qui va venir financer l'association dans le long terme. Cependant, je pense franchement, on a apporté un regard concret et finalement assez pertinent de terrain, etc. Et aussi pour reconnaître, par exemple, une chose que j'ai trouvée extrêmement intéressante, si vous connaissez votre pharmacien d'officine, en fait, les pharmaciens d'officine vous disent que hors parcours, entre guillemets, organisé, ils ne se sentent pas légitimes, ils sont pas dans la boucle et les patients ont beaucoup de mal à interagir sur leur traitement avec eux, même si on a ce système des entretiens pharmaceutiques qui commence à se mettre en place. Le fait qu'ils soient embarqués, entre guillemets, dans un parcours avec une prescription par l'oncologue et toute cette mise en place et un outil digital qui les met en lien, les légitime. Et du coup, le ministère a effectivement vu que dans le cadre des 2 articles 51, les pharmaciens, ça marche. Mais ça marche parce qu'ils sont en lien avec l'hôpital. Si vous les laissez tout seuls avec le patient, ça ne marche pas. Donc en fait, c'est aussi... voilà. Donc nous, on a apporté quelque chose de concret. Par rapport effectivement au forfait, c'est plutôt les autres coporteurs qui ont travaillé cette question très précisément, évidemment. Et nous, demain, en fait, ce n'est pas des choses qui vont permettre le financement de l'association. Malheureusement, la Sécu n'a pas prévu de fonds pour nous. Malheureusement. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou réactions sur l'une des initiatives qui vient d'être présentée? Moi, j'ai peut-être une que je... Ah oui, alors on va vous donner le micro. Bonjour, Maurice Etsalc, Rénalou. Article 51, la question c'est, est-ce que vous repartiriez sur un autre article 51 ? Ou est-ce que vous êtes en train de partir sur un autre article 51 ? Et en fait, je dois dire que je pense que c'est vraiment très intéressant. Je vous souhaite de vivre ce type d'aventure associative et de co-construction. Mais effectivement, ça ne peut pas être sur tous les sujets. Et il faut pouvoir se dire que pendant plusieurs années, on a des réunions, on a des évaluations. Voilà, c'est un temps long. Et finalement, là aussi, c'est aussi un encouragement. Du côté associatif, finalement, il me semble qu'on est plus stable que beaucoup des autres coporteurs. Ça tourne énormément, en fait, ne serait-ce que les ressources humaines dans les établissements de soins, dans les entreprises, dans les réseaux. Et parfois, c'est nous les plus stables. Donc, ça peut le faire. C'est juste qu'il ne faut pas s'essouffler et garder... En fait, on a participé à justement un peu garder la niaque du truc, en disant, mais les patients, ils en ont besoin de ça. Les patients, ils sont dans la nature avec leur thérapie orale et on sait que c'est beaucoup mieux quand on est accompagné. Donc, please, prescrivez. Merci beaucoup. Je regarde si d'autres mains se lèvent. Il y en a une qui se lève. On vous écoute. Donc Béatrice Demarais, association Grandir. Donc je suis dans une construction d'article 51 avec l'hormone de croissance, hôpital de jour pour essayer de faire en sorte que les patients n'aient pas 150 km à faire pour aller dans un hôpital capable de faire des tests pour savoir si l'hormone de croissance était... les tests de stimulation de l'hormone de croissance, c'est un peu technique. Et en fait, le médecin qui porte ça souhaite faire ça dans une structure beaucoup plus rapprochée et en dehors de l'hôpital, avec tout ce que ça peut comporter de difficultés par rapport à l'urgence, etc. Donc effectivement, c'est très peu connu, l'article 51, et c'est long, parce qu'entre le moment où on frappe à la porte de l'ARS pour dire voilà, on voudrait faire ça, et le moment où il daigne vous répondre, il se passe déjà 6 mois. Voilà, c'est pour tout ça pour dire qu'avant même que ça soit construit, c'est déjà très long. Mais je pense qu'effectivement, ça va être le moyen de rapprocher l'hôpital du patient et surtout faire en sorte que d'autres personnes que l'hôpital puissent prendre en charge les patients, puisque maintenant, de toute façon, il n'y a plus personne nulle part. Donc, il faut bien qu'on se débrouille là où on peut. Merci beaucoup. Oui, on va prendre la dernière question, madame.
Alors, ce n'est pas une question, mais c'est un commentaire par rapport à ce que Laure a indiqué. Effectivement, il y a les articles 51, mais il y a aussi d'autres choses qui fonctionnent un peu dans le même type que les articles 51, c'est les tiers-lieux. L'ouverture de tiers-lieux aujourd'hui se fait de plus en plus avec une place pour les associations de patients, voire elle est obligatoire dans les appels à projets de tiers-lieux. Et là encore, cette place est financée pour financer le temps de réflexion, d'apport de réflexion de l'association dans comment mieux organiser les soins sur des enjeux, que ce soit la prévention des cancers ou d'autres tiers-lieux qui sont nés. Et donc, voilà, avec une réflexion autour de comment transformer les parcours et financer ces parcours transformés. Donc, je pense aussi que les associations ont leur place à jouer sur les tiers-lieux. Merci beaucoup. Non, pas de réaction, Kevin? Ok. Plus de questions? Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Alors moi, j'avais envie de vous poser une question sur la simplification, mais je pense que vraiment, ça pourrait faire l'objet d'un forum à part entière. La simplification des procédures à la fois publiques et peut-être même privées. Peut-être même privées. Peut-être à interroger. Thierry, sur le sujet. Juste sur je ne sais pas ce qu'on appelle c'est la simplification des normes, la simplification des appels à projets. Tout à fait. Tout à fait. Alors, ça prend tellement de temps. J'en parlais en aparté. En fait, le problème, c'est qu'on est face à un système de plus en plus imbécile. Non, mais vous allez comprendre rapidement pourquoi, puisque en fait, la plupart des appels d'offres désormais, ou le seront de plus en plus gérés par des appels d'offres, par des IA. Et en fait, par rapport à la discussion intéressante qu'on avait tout à l'heure, c'est qu'on va nourrir des IA pour qu'elles construisent des appels d'offres lus par des IA sur des critères qui sont des critères qui font que l'appel d'offres bascule selon le point de vue de l'IA. Donc voilà, donc c'est juste ce qui est assez intéressant à comprendre, c'est ça, c'est qu'on arrive finalement à une forme d'échange et de dialogue entre deux IA, l'une qui va produire le dossier et l'autre qui va l'écouter. Et sélectionner. Voilà. Donc, voilà. Ça pourrait être une conclusion. Ce qui veut dire plus de simplicité. Kevin, un mot également. Par rapport à ce que vous dites sur il faut 6 mois pour que l'administration réponde, moi ce qui me frappe beaucoup, honnêtement, c'est la lenteur. Et moi, plus que simplification, parce que la complexité, de toute façon, il fallait faire autre chose si on ne voulait pas s'adresser à la complexité. Ce que je trouve vraiment frappant, personnellement, en tant qu'acteur privé, qui s'adresse à un grand nombre d'acteurs ou de parties prenantes sur un territoire, c'est le temps que mettent les choses à se mettre en place. Lille, on l'ouvre le 1er décembre, ça fait 6 ans. 6 ans, et je remercie la ville de Lille de m'avoir dit dès le départ, on est super partant, on va vous aider. Et ils ont été sympas. Mais 6 ans après, vous vous rendez compte, non mais en fait on a le temps de mourir 27 fois, quoi. Donc moi ce qui me frappe, c'est vraiment l'histoire de... Et je crains que notre pays souffre... Enfin voilà, on est un pays de complexité, mais là pour moi le vrai sujet c'est un pays de lenteur. La lenteur, très bien. Merci encore, merci à tous les 4, on vous applaudit. C'est énorme.